Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morizot. Bonjour à tous, deux invités hautement incorrectibles aujourd'hui, voire sulfureux diront certains, qui ne manqueront pas de vous faire réagir. Tous deux sont des stars du web, de YouTube en particulier, où leurs chaînes respectives cartonnent. Outre une passion commune pour le sport, l'un est même recordman de France de développé couché. Ce qui les rassemble, c'est l'amour de la France et un patriotisme revendiqué qui ne leur vaut pas vraiment que des éloges. Les Incorrectibles, c'est parti. Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morizot. Nous allons donc tenter de passer au-delà des raccourcis pour voir qui sont réellement ces deux invités, quelles sont leurs idées, nous interroger sur le thème youtubeurs, les nouveaux patriotes, ce qui nous amènera à débattre du sujet de la liberté d'expression, mais aussi d'être et de vivre d'une manière générale, tout en évoquant des points marquants de l'actualité de la semaine. Le Raptor et Baptiste Marché, bonjour. Bonjour avec Mario. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation des Incorrectibles sur Sud Radio. Alors je le disais en intro, le Raptor et Baptiste Marché, vous animez chacun une chaîne YouTube dont les vidéos cumulent à chaque fois des millions de vues. On va commencer, si vous le voulez bien, par un peu parler de vous, car il en reste peut-être encore qui ne vous connaissent pas parmi nos auditeurs. Alors d'abord vous, le Raptor, la vôtre de chaîne YouTube porte votre propre pseudo. Elle compte plus de 700 000 abonnés et cumule plus de 38 millions de vues. Alors première question, le Raptor, vous faites discret, on ne voit que très rarement, et notamment dans les médias traditionnels. C'est voulu, c'est subi? En fait, j'ai eu plusieurs invitations. Oui, un petit peu près du micro. Voilà. J'ai eu plusieurs invitations. Et en fait, par un manque de confiance par rapport aux journalistes, je les soupçonne un petit peu d'être assez malveillants vis-à-vis de moi. Peut-être par procès d'idéologie, n'est-ce pas? J'ai mis de côté toutes ces invitations parce que je me méfie des émissions qui ne sont pas en direct. J'ai peur du montage. Ouais. Et c'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup en direct, à tel point qu'il y en a même qui dit on est en direct. Il n'y en a pas beaucoup. C'est leur concept maintenant, on est en direct. Et bientôt on va dire on est à la télévision. Et puis aussi, par exemple, Balance ton poste m'avait demandé, ils appellent pour savoir l'opinion, et quand ils voient que c'est pas très cliché, très clivant, que c'est un peu plus nuancé, l'invitation se perd un petit peu. Bon, donc j'ai accepté votre invitation, qui m'a fait beaucoup plaisir. Et je pense qu'ici, on est libre de dire ce qu'on pense. Bah écoutez, c'est en tout cas ce qu'on essaye de faire, et c'est le concept de l'émission. Merci en tout cas, on n'en est que plus flatté. Une petite question, vous surnommiez au départ le Raptor dissident. Pourquoi vous avez supprimé le qualificatif dissident? En fait, c'est parce que... Et pourquoi ce surnom, le Raptor, d'ailleurs? Alors, Raptor, aucune idée. À vrai dire, aucune idée. J'ai besoin d'un animal. Le lion, c'était trop noble. Les animaux actuels sont trop... Enfin, voilà. Un peu trop... voilà. Il fallait un truc préhistorique, de petite taille, parce que je suis de petit gabarit. Et pour le dissident, en fait, je l'ai enlevé suite à plusieurs commentaires qui disaient « Oui, ça se dit dissident » dès que je disais quelque chose qui n'était pas de leur avis. Donc j'ai dit « Bah écoutez, je l'enlève ». Et en fait, je suis le Raptor, j'ai mes opinions nuancées, si possible, et voilà, tout simplement. D'accord, ouais, bah écoutez, en tout cas, c'est clair. Alors vous postez sur cette chaîne des vidéos politiques qui, dans un montage très saccadé, mêle dessins animés, extraits de vidéos liés à l'actu politique et sociétale, extraits de coupures de presse, etc., pour délivrer une chronique pas vraiment tendre de la société française, de ses errements, de ses faiblesses, de ses lâchetés. Vous y parlez vite, vous n'hésitez pas à employer des mots vulgaires, voire insultants pour certains, dans ce qui semble être pour vous une sorte de grand défouloir. C'en est un? Bah écoutez, en ce qui concerne la vulgarité, en fait je trouve, vous savez, j'ai été inspiré par Jean-Marie Bigard, que tu as eu d'ailleurs. Oui, on va en parler avec Baptiste Marché. Certains citeront des grands auteurs, etc. Bon, Bigard c'est peut-être pas le même niveau, mais je trouve qu'il y a un côté humoristique à ceux qui emploient bien, avec le bon ton, avec les bons mots, un peu un vocabulaire c'est grossier, c'est pas assez forcément grossier. vulgaire. Voilà, c'est ça. Et donc c'est ce que j'essaie de faire, de la revue d'actualité avec humour. Et voilà, je pense bien le faire, et les gens regardent pour ça. Alors avant d'en venir à vous, Baptiste Marché, encore une fois, vous, côté Raptor, les punchlines, le débit mitraillette, le montage ultra rapide qui ne laisse pas beaucoup de temps, il faut le dire, pour voir ce qui apparaît parfois à l'écran. Tout ça, c'est hautement étudié, on l'imagine? C'est beaucoup du feeling, mais j'ai conscience que sur YouTube, il faut pas être chiant. Il faut divertir les gens, et c'est le meilleur moyen d'apporter des messages plus ou moins sérieux, de pouvoir discuter, d'avoir l'attention des gens, que pour moi de passer par des choses dynamiques qui vont garder le spectateur, et finalement quand il regarde une fois, il peut regarder une deuxième fois et il en tirera autre chose que juste du rire ou un défouloir, je pense. Bon, alors voilà pour l'aspect défouloir. En descriptif quand même, dans la section à propos de votre chaîne, on peut lire l'actualité avec une bonne dose de haine, de la provoque, de l'ironie. Je trouve que le mot est tellement utilisé à tout va qu'il faut l'utiliser sans moquer, voilà. Donc une bonne dose de haine, et aussi parce qu'on a besoin d'un défouloir dans un monde de plus en plus aseptisé.
où le moindre mot, il faut un trigger warning, vous savez. Il faut mettre trigger warning quand on parle. C'est pour prévenir les gens qui pourraient être choqués. Par exemple. D'accord. Donc là, par exemple, il faudrait mettre un avertissement pour dire attendons. Et en fait, je fais le contraire. De voir l'émission, mais prévenez. Pour donner un exemple de trigger warning, il y a des gens qui parlaient de vache qui rit dans un texte des végans. Ouais. Ils mettaient trigger warning vegan pour que les végans ne se sentent pas offusqués quand ils liront qu'il y a un produit à base de, un produit laitier. Voilà le monde dans lequel on vit, c'est catastrophique. Je le refuse et donc j'y vais vraiment avec des gros sabots à contresens pour rétablir un peu l'équilibre dans la fenêtre d'Overton. D'accord. Alors vous, Baptiste Marché, vous animez la chaîne Bench and Cigars qui cumule plus de 9 millions de vues et compte 143 000 abonnés. Et donc voici la description lisible sur YouTube. Un univers aux odeurs de diesel, d'ammoniac, de cigares et d'entrecôte grillée. Conseils, terroir, lifestyle, fun et cigares. Alors d'abord, première question, à vous voir et à vous écouter. Pourquoi avoir choisi l'anglais plutôt que le français pour nommer votre chaîne, vous qui défendez pourtant une certaine idée de la France? Alors bon, déjà il faut savoir que j'ai créé la chaîne il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a eu 8 mois d'existence. Ce qui est dingue d'ailleurs, 150 000 abonnés presque. J'avais absolument pas projet d'avoir 150 000 abonnés dans ma vie. En fait, c'était vraiment pas du tout là pour le coup quand ça a été lancé, ça n'a pas été étudié dans ce sens-là, puisqu'à la base c'était censé être simplement une vitrine pour ma société de coaching. Et en fait, il se trouve que la discipline que je pratique, le développé couché, c'est communément appelé le bench ou le bench press dans le monde entier. Donc ça, c'était tout trouvé. On dit même un bencher, ça a été francisé. Ensuite, c'était un petit peu pour faire écho à ce que je faisais sur Instagram avec un tout petit public. Moi, je suis un grand amateur de cigares. Ça faisait bizarre de juxtaposer un mot anglais et un mot français, donc j'ai mis Bench and Cigars. Mais c'est vrai que comme j'avais pas la volonté de toucher autant de public, j'ai pas réfléchi autant. Après, je vais pas revenir sur une chose que j'ai faite. Ça me dérange pas. Et puis moi, je suis pas une sorte de fanatique. Vous voyez, qui dès qu'ils voient un mot d'anglais se met à trembler, à transpirer. C'est pas grave. Hein, je veux dire, il y a plein de choses comme ça. Tout à l'heure, Raptor, il a dit trigger warning. Bon, bah voilà, c'est pareil. C'est des termes qui sont utilisés maintenant. Parce que ça vient ça vient de l'anglais, franchement, qu'est-ce qu'on sent ? Je pense pas avoir, quand je parle, je pense que j'ai une syntaxe et un français qui est quand même correct, donc je vois pas le problème. Mais parce que aussi le monde anglophone a totalement dominé le monde du bodybuilding, du fitness, etc. Oui, voilà, fitness. Ouais. Alors, si on devait résumer pour nos auditeurs qui vous connaissent pas, en résumé, donc, ce serait quoi votre chaîne, si vous deviez la décrire, vous traitez de quoi ? Je pense que c'est, alors comme ça, je vais pas utiliser de terme anglais, comme ça personne va être choqué. Je pense que c'est une chaîne d'art de vivre, voilà. Donc c'est la traduction directe de lifestyle. C'est ça. C'est surtout ça. En vérité, j'essaye de mêler un petit peu ma vie et de la montrer telle qu'elle est, sans se transformer, et du coup montrer un mode de vie un petit peu traditionnel, tout simplement. C'est plus destiné aux hommes, même si j'ai un public. Voilà, parce qu'avec un descriptif comme celui qu'on voit dans aussi votre chaîne, ça sent quand même bon la testostérone, si on peut dire. On imagine un public essentiellement masculin, vous confirmez ? Oui, mais je suis un homme, vous l'aurez remarqué. Oui, vous pourriez être regardé par dessus. Voilà, bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, comme je me montre sans filtre, etc., et que je ne crée pas de personnage ou d'univers à part du mien, et bien évidemment c'est un univers masculin puisque j'évolue moi-même dans un univers masculin. Après, si vous voulez tout savoir, j'ai 2,9% de femmes qui est dans le public de ma chaîne. Je les salue. Allez les filles, gros de tout 3%. J'en ai 4. Alors, on va être honnête par rapport à nos auditeurs. On le voit d'ailleurs, il y a une complicité entre vous. Vous connaissez, vous avez même publié une vidéo dans laquelle on vous voit tous les deux. On forge des couteaux fit le Raptor sur votre chaîne. Vous faites très Alors, d'abord, quels sont vos liens ? Parce que comme ça, à première vue... Écoutez, on s'est rencontrés pour cette vidéo. Moi, je vais commencer juste. On s'est connus grâce à ma chaîne, parce que quand j'ai lancé ma chaîne, moi, j'étais spectateur de la chaîne du Raptor, qui est vraiment présent sur le YouTube Patriote depuis longtemps. Il fait partie des piliers. Et donc, en fait, tout simplement, je suis rentré en contact avec lui, et très gentiment, il m'a donné un coup de main parce qu'il a bien aimé il est aussi adepte de muscu. Hein. Exactement. Il y avait d'abord, il y avait du respect. Excusez-moi, il n'y a pas photo entre les deux, là, apparemment, quand même. Oui, après on fait pas la même chose, mais il m'a donné un coup de main dès le début parce qu'il a été séduit par le projet de ma chaîne, et du coup je lui ai, après, une fois que ça a grimpé, etc., rendu en me disant que j'avais
bien envie de faire une vidéo avec lui puis de le montrer hors de son univers, ce qui est le principe de ma chaîne, puisqu'en fait je prends des invités et je leur fais faire des activités généralement liées à un mode de vie traditionnel, mais qui les changent un petit peu de ce qu'ils font habituellement. Donc là, c'était tout trouvé. Comme on avait déjà conversé pas mal sur Internet, on avait déjà des affinités, beaucoup d'amis en commun. Quand on s'est trouvé, ça s'est très bien passé. Oui. Alors, certains vous qualifient dans les médias de virilistes, également souvent de misogynes et même d'homophobes. Allez, on y va direct. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? C'est surtout toi, ça, homophobe. Moi, pas trop. Mais homophobe, je vois pas trop pourquoi. Moi, je suis pour que chacun ait sa liberté sexuelle. D'ailleurs, en fait, le principe, c'est que c'est de la vie privée, c'est de la vie intime même. Donc ça ne me regarde pas. Et ça devrait être. Faudrait qu'on arrête de balancer à tout va ces expériences sexuelles. Enfin, vous tirez quand même souvent à boulet rouge, tous les deux, sur ce que serait devenu pour vous malheureusement l'homme d'aujourd'hui, à savoir, il s'agit d'un type gringalet, androgyne, voire efféminé, rasé de près, que la France, pour reprendre vos propos, Baptiste Marché, c'est, je cite, des mecs en collant, des mecs de 50 kilos, cheveux bleus, véganistes. Vous avez même ajouté, t'as l'impression d'une race en fin de vie, ou encore être un mec balèze stupide. Ce n'est pas plus ridicule qu'être un intellectuel sans vie. Honnêtement, vous pensez pas que vous poussez le bouchon un peu loin quand même là, déjà, Baptiste Marché? Moi, dans tout ce que j'ai dit, si vous faites le rapprochement avec l'homosexualité, ça vous regarde. Mais quelqu'un de gringalet aux cheveux bleus, etc., c'est pas forcément un homosexuel. Donc les gens qui tout de suite me traitent d'homophobe, je pense que c'est eux qui ont un problème avec l'homosexualité et qui ont beaucoup de stéréotypes. Et puis ensuite, viriliste. Enfin, en gros, ça laisse entendre qu'un homme vrai, c'est forcément un mec musclé. Non, justement, c'est pas ce que j'ai dit. Justement, vous avez bien fait de citer jusqu'au bout. Parce que j'ai dit qui aime la viande et les patates. Pour faire, je pense, un clin d'œil. J'ai pas dit ça, moi. Vous pas dit ça, non? Non, la viande et les patates, c'est pas moi. Mais ça devait être peut-être Jean-Marie Bigard. J'ai justement dit dans la même interview qu'être viril, c'était pas simplement avoir des biceps et manger des saucisses, et que généralement, on me renvoyait à ça, puisque quand c'est moi qui parle de virilité, étant moi-même une caricature, entre guillemets, de virilité, de par mon sport, etc., forcément, c'est plus facile de rejeter en bloc en disant oui, mais alors quoi, être viril, c'est juste avoir des muscles. Je n'ai jamais parlé de ça. Je n'ai jamais dit que la virilité avait un rapport avec les muscles. Les gens me renvoient à ça parce que moi-même, je suis musclé. C'est inhérent à moi. C'est quoi la virilité selon vous? Tiens, voilà, une question. Je pense que la virilité, c'est assumer pleinement les bons côtés de sa masculinité et s'en servir. Et vous, Raptor? Je suis assez d'accord avec ça. Moi, je pense surtout que la virilité, c'est en fait la volonté. C'est la volonté d'exister, d'être maître de son destin et d'être responsable. Voilà. Et ça, c'est un truc qui manque cruellement, en fait, pas qu'à la France, mais au peuple. On le voit à travers ce qui s'est passé avec le Covid-19, etc. Les gens ne s'appartiennent plus. Ils n'ont plus une volonté de maîtriser leur destin. Ils sont devenus... Vous trouvez qu'on manque de vrais mecs aujourd'hui en France, en politique notamment? Mais bien, de vrais mecs, de vrais politique, allez-y, citez-nous les vrais mecs, on attend. Ça va être long pour les auditeurs, je crois qu'il va y avoir un silence. Non mais, vous voyez, on manque de gens. Moi, je trouve que les gens ne s'appartiennent plus. Ils n'ont plus une volonté propre. Ils se laissent... C'est des billes dans un flipper. Vous lancez, ding, 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 hop, un confinement, hop, un couvre-feu. Et ils vivent sur les dynamiques qu'on leur envoie. En fait, ils ont des comportements enfantins. Moi, je vois des enfants avec des parents autoritaires et abusifs que sont l'État, le gouvernement. Et on peut pas être comme ça passer 40 ans, en fait. Même passer 25 ans, en fait. Oui, donc j'aimerais passer ce message aux gens, leur dire, réveillez-vous, prenez vos responsabilités. Et moi, je pense aussi qu'à travers... Par exemple, le socialisme, que je dénonce énormément, je pense qu'on a enlevé les responsabilités aux gens et ils se laissent porter par l'État. Et il faut sortir très vite de ça. Alors, on va laisser évidemment les auditeurs qui seraient intéressés découvrir par eux-mêmes ce que sont vos chaînes sur YouTube. Mais juste comme ça, pour donner un petit aperçu, Raptor, on va écouter juste 20 secondes de ce que vous dites en introduction. J'espère qu'elles sont bien sélectionnées. Donner juste le ton. Non, mais c'est l'intro de la dernière vidéo. Oui, salut à tous, c'est le Raptor et on se retrouve encore une fois pour une vidéo stupéfiante qui va passer en revue tous les trucs absolument inadmissibles et insupportables qui sont passés ces derniers temps. On a décidé tous les deux de faire une vidéo sur la balayette. Avec à la clé, comme d'habitude, une sanction phénoménale et sans précédent pour chacun d'entre eux, histoire de rétablir un tout petit peu la balance dans une époque toujours plus baltringuifiée. Voilà, donc ça c'était juste pour donner un peu le ton. Donc sans les images, ça ne rend pas hommage. Mais c'est pour ça, c'est bien pour ça qu'on on va pas donner plus d'extraits. On en passera un aussi de vous tout à l'heure, Baptiste. Mais c'était juste pour donner un petit peu l'esprit. Alors on va parler, si vous le voulez bien, de l'actualité, parce que ce qui est intéressant, c'est justement d'avoir votre regard sur l'actualité. Cette fois en live dans un média traditionnel. Alors un des sujets qui a fait grand bruit cette semaine dans l'actu, c'est bien sûr le retour de Karim Benzema dans l'équipe de France après en avoir été banni il y a 5 ans suite à l'affaire dite de
la sextape, sans compter les attaques contre son supposé manque de patriotisme, notamment en raison de son refus d'entonner l'hymne française avant les matchs de la sélection, de payer ses impôts en France, ou encore ses propos tenus fin 2006, où il semblait présenter son choix d'enfiler le maillot bleu, alors qu'il dispose également de la nationalité algérienne, comme motivé par donc la raison plus que par la passion. Alors quel regard vous portez sur tout cela, qui pour commencer, Baptiste Marchais? Moi, déjà, j'ai un regard de sportif sur le sujet, puisque moi-même, je suis sportif de haut niveau, donc j'ai concouru en équipe de France, j'ai représenté de nombreuses fois la France à l'étranger, je sais un petit peu ce que ça veut dire et ce que ça vaut. Donc je suppose que ça vous choque. En fait, en vérité, je ne suis pas aussi dithyrambique qu'on peut l'imaginer. C'est-à-dire que je prends en compte les raisons du sélectionneur, qui sont des raisons, je pense, sportivo-sportives, entre guillemets. C'est un terme qui veut rien dire, mais je veux dire, c'est purement sport. Ces choix sont purement sportifs, je pense. C'est-à-dire que j'imagine, moi je ne suis pas un spécialiste du football, j'imagine. Et donc ça mettrait tout, c'est ça. J'imagine qu'il y a un vrai intérêt à avoir Karim Benzema dans l'équipe. Néanmoins, je suis extrêmement dubitatif sur ce fait, parce que je pense que l'image, ça compte, l'emballage, entre guillemets, ça compte. Karim Benzema a montré, par tout ce que vous avez cité, qu'il ne mérite pas d'être en équipe de France, aussi bon soit-il. Encore une fois, je ne juge pas son niveau sportif, parce que je ne le connais pas, je ne suis pas assez compétent dans le domaine. Mais je pense qu'il ne mérite pas, par son comportement et son éthique, à être en équipe de France. Par contre, c'est facile de taper sur lui. Je pense qu'à mon avis, il y a un paquet de joueurs de foot français qui sont absolument dans la même mentalité que lui, qui ont juste été peut-être moins directs dans les médias, plus discrets, etc. À un moment, le monde du football aujourd'hui, il est comme ça. Il y a beaucoup de gamins qui sont, parce que c'est des gamins mentalement. C'est vrai que les paroles de la Marseillaise, on n'a pas l'impression qu'ils les connaissent. Non, je pense qu'ils s'en foutent, et je pense que même de toute façon, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont des gamins avec une mentalité encore entre guillemets de racaille et qui ont percé dans le foot, et aujourd'hui ils comprennent pas ce que ça veut dire qu'être sportif de haut niveau et l'éthique que ça implique, etc. Et dans d'autres sports, notamment dans les sports individuels, on nous oblige à une éthique. Moi, avec des sponsors, j'ai des chartes d'éthique que je signe, d'accord, pour pouvoir aller à l'international. Pareil avec l'équipe de France. J'ai été dans l'équipe de France WPC, donc une des fédérations internationales. Il faut signer une charte d'éthique. Pour des propos comme le sien, on serait viré. Donc eux, en fait, ils représentent tellement d'argent qu'on les dispense de tout ça. On les dispense d'éthique, on les dispense d'intelligence et on les dispense de patriotisme. Grand bien leur face, mais en tout cas, ceux qui souffrent dans le cas, c'est l'image des Français à l'international. Si possible qu'elle soit plus basse qu'elle ne l'est actuellement, en tout cas, ça ne va pas contribuer à la rehausser. Vous pensez qu'il n'est pas nécessaire d'être intelligent pour jouer bien au foot ? Je pense que si, c'est nécessaire d'être intelligent quand vous avez à vous exprimer, parce qu'aujourd'hui, les sportifs, on nous demande plus que d'être juste des sportifs, on nous demande aussi de nous exprimer de temps en temps sur des sujets, même des sujets sportifs. Il faut avoir quand même un certain intellect pour comprendre le milieu sportif dans lequel on évolue. Je pense que le foot, c'est pas juste taper dans une balle, ça doit être aussi, j'imagine, de la stratégie, de la cohésion, etc. Ça demande quand même un certain niveau intellectuel, je pense. Raptor ? Écoutez, je crois qu'on l'a beaucoup repris pour une phrase notamment qui est moi, l'Algérie c'est mon pays et la France c'est pour l'argent, quelque chose comme ça. Je veux pas défendre. Ouais, c'est pour le côté sportif, je crois, il avait dit. Et on lui en veut beaucoup, alors qu'en fait, je pense que c'est juste un exemple parmi tant d'autres de tout ce qu'a raté la France avec l'immigration. Et aujourd'hui, ils s'en foutent complètement de la France. Ils n'ont aucun modèle intéressant, valable, respectable auquel se rattacher. Ils voient des gens qui manquent de volonté, etc. J'essaie pas de justifier, je suis pas en train de faire le mélanchoniste. J'essaie juste d'expliquer que c'est pas nouveau, c'est pas atypique. Et donc c'est pour ça qu'aussi peu de gens comprennent pourquoi il a été écarté. Moi, je pense pas que ce soit des raisons purement sportives, parce que sinon il aurait jamais été écarté, parce que c'est un des plus grands joueurs du monde. Il joue au Real, et il joue très très bien, il est titulaire. Non, je pense que c'est un choix stratégique. Je pense que c'est pour des raisons sportives qu'il a été revenu en équipe de France. Moi, je pense qu'il avait été écarté pour... je suis pas un expert du foot, mais je pense que c'était notamment lié à des comportements de groupe, parce que le football, c'est aussi une dynamique et un esprit d'équipe qui peut être, surtout dans les moments de stress comme les compétitions... À l'affaire de la sextape, surtout. Oui. Et puis ça peut être sur rien. On peut avoir des joueurs cassés mentalement, qui sont plus dans le match, etc. Bon, je pense qu'il a été réintégré pour des raisons politique et stratégique, parce que l'équipe de France indiqué quand même que Didier Deschamps avait cédé à une partie raciste de la France. Enfin, la France raciste avec une équipe. Tous les arguments de son côté. Comme a dit Raptor, en fait, Karim Benzema, c'est juste un produit de l'immigration algérienne, comme il en existe des centaines de milliers, voire des millions. Hein. Ce discours-là, on l'entend chez tout le monde. Comme l'un qui est devant vous. Bien sûr, on va en parler tout à l'heure. Le discours n'est pas le même, vous l'avez remarqué. Oui, c'est ça qui surprend. Moi, je pense réellement que l'équipe de France de football, par sa popularité, est
une arme stratégique, politique. Et je pense que, bon, j'ai pas de preuves pour avancer ça, mais je pense que c'est une question de réitérer la France Black Blamber, etc. Voilà. Et je pense que Benzema participe à cette... Oui, c'est peut-être une carte à jouer, voilà, on ne peut pas savoir. Hein. Peut-être qu'il joue la carte Benzema dans des volontés politiques. Moi, j'en ai l'intime conviction que voilà. Et bon, bah écoutez, en tout cas, on va poursuivre bien sûr sur les thèmes d'actualité, et puis pour parler bien sûr de vous, puisque nous sommes dans les Incorrectibles jusqu'à 14h, donc encore plus d'une demi-heure en direct pour parler de beaucoup de sujets avec donc le Raptor et Baptiste Marché. On fait une courte pause et on se retrouve dans un instant, toujours en direct sur les réseaux sociaux également. Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morizot. De retour dans les Incorrectibles ce dimanche, toujours en direct avec deux invités qu'on voit rarement dans les médias et on les remercie d'autant plus d'être présents. Tout d'abord le Raptor, célèbre youtubeur avec plus de 700 000 abonnés à sa chaîne, et puis Baptiste Marché que lui on voit depuis quelques temps, un peu plus, notamment chez Cyril Hanouna où vous êtes fait particulièrement remarquer. Alors on parlait de foot, on parlait de Karim Benzema, cette semaine on a également parlé du rappeur Youssoupha, originaire du Congo, qui a signé et chante donc l'hymne officiel pour l'Euro 2021. Alors il y a un membre du RN, Jordan Bardella, qui a déclaré qu'on avait cédé aujourd'hui à une partie racaille de la France en choisissant Youssoupha. Voilà ce qu'a estimé l'eurodéputé. Vous approuvez ces propos, Baptiste Marché, par exemple? Non, je crois pas. Je crois pas que ce soit ça. Je crois que je crois que c'est une volonté une volonté électorale mal placée et en fait une mauvaise compréhension de ce qu'est les jeunes et la France. En fait, ça c'est très souvent. En fait, on voit ça très souvent avec l'Élysée, etc. Des stratégies de comme ça, en choisissant. Ouais, on va choisir on va prendre Black M pour Verdun. Là, on va prendre. Oui, et puis il y a un dossier qui sort. Et en fait, c'est comme si genre, ouais, les gens ils aiment bien, le rap. Hein, les jeunes, vous aimez bien le rap. On dirait vraiment des trucs on dirait des trucs de entre guillemets de boomers déconnectés. Ouais. En vérité, tout le monde, je pense que tout le monde s'en fout de Youssoupha. Ça va pas faire qu'il y a pas une voix dans l'urne qui va aller à Macron. Il y a personne, aucun jeune, je pense, même les fans de Youssoupha qui vont se dire ah ouais, ils ont choisi. En parlant de Macron, il y a une vidéo qui est sortie aujourd'hui. Vous avez vu qu'il fait un carton. On n'a pas vu, on était là. Oui, mais enfin, c'est vrai. Mais bon, vous aurez pu ce matin avant de venir. Hein, excusez-moi. On était sur la route. Bon, en tout cas, par contre, évidemment que c'est anormal de choisir, mais je veux dire, c'est anormal de notre point de vue, Éric Morizot, de votre point de vue, du mien, évidemment que c'est anormal, mais du point de vue de l'État, est-ce qu'ils en sont vraiment là? Je crois pas. Youssoupha, il avait quand même tenu des propos virulents contre Marine Le Pen et Zemmour. Mais plus que ça. Il a dit d'ailleurs dans une chanson, en parlant de l'Afrique, j'ai envie de rentrer chez moi. Donc c'est bien, déjà tout est clair, chez lui, ce n'est pas ici. Bon, donc on l'invite à rentrer chez lui, il n'y a pas de souci, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ensuite, mais il reste toutefois très attaché à la France, comme il le chante dans son morceau, que la France prie pour moi, plus je la quitte et plus je l'aime, hein, ce qu'il dit dans son dernier album. Oui, je pense qu'effectivement, quand il n'a pas le CNC, quand il n'y a pas Macron pour lui faire des commandes, etc., ou des chaînes de télé pour le payer, et des petits Français pour acheter son album, effectivement, on lui manque. Hein, parce qu'en Afrique, je ne pense pas qu'ils vendent beaucoup de disques. Toutefois, il faudra regarder je ne sais pas ce que c'est son pays d'origine, il faudra regarder ses ventes là-bas, mais à mon avis, je suis pas sûr que ça vaille le disque d'or. En tout cas, non, je voulais dire quand même qu'il n'y a pas si longtemps, je ne sais plus à quelle occasion, on a eu un concert qui a été donné à l'Élysée avec des DJ, etc. Ouais. Ça avait fait grand bruit. Et Quotidien, enfin de temps en temps, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Quotidien avait fait traduire les paroles des musiques qui étaient jouées dans la cour de l'Élysée. C'était de l'apologie de la prostitution, de la drogue, des crimes de gang, etc. On parlait lors de la fête de musique. Voilà. La fête catastrophique de la musique. Voilà. Donc en fait, ça montre juste. Vous voyez, là, c'est pas l'Élysée qui a voulu faire l'apologie de la prostitution, de la drogue, etc. C'est juste qu'ils sont tellement déconnectés qu'ils se disent des rappeurs, c'est super, ils écoutent même pas. Je pense que Youssoupha, ils l'ont choisi en se disant super, Youssoupha, c'est un rappeur, il est noir, c'est génial, les gens adorent les noirs, ils adorent les rappeurs. Mais non, en fait, ça se passe pas comme ça. Youssoupha, effectivement, comme vous dites, il est extrêmement critique envers la France, pas qu'envers Marine Le Pen, etc. Il a aussi dit dans une chanson nique la police, nique les juges, etc. Donc ça en rajoute une couche, c'est bien au moment des manifestations des forces de l'ordre, c'est vraiment génial. Donc non, c'est une catastrophe, mais c'est pas surprenant à l'image de notre gouvernement. Il faut Raptor. Mais moi, je vous l'ai dit, je pense qu'il y a de la politique dans tout ça. Je sais que les gens s'intéressent plutôt à la fête, au football, à la coupe, mais c'est hautement politique. Macron est à 1 an des présidentielles et il utilise toute cette dernière année pour forcer une campagne très très agressive. Il utilise même les youtubeurs, je disais alors. Tout à l'heure, je parlais de vidéos de Carlito et
McFly, vous savez. Et il y a eu près de, je crois, 500 000 vues là en une matinée. C'était de ça. dont je Il y a parlais. une campagne ultra agressive à destination des jeunes qui a commencé donc avec Gabriel Attal, qui a donné rendez-vous à 2-3 influenceurs, maintenant on les appelle comme ça, pardon, pour discuter notamment de la gestion catastrophique de cette histoire de Covid. Bah, c'est ce que vous êtes, des influenceurs là. Vous avez l'air de. Oui, mais bizarrement, on nous a pas donné notre avis. Ils ont pris ceux qui font de la beauté et autre chose, mais pas ceux qui s'intéressent à la politique. Et donc dans cette campagne arrive donc alors McFly et Carlito, c'est des habitués, ils nous ont déjà fait un clip pour expliquer que les Français en fait ils étaient responsables, s'ils étaient enfermés c'était de leur faute, ils font pas bien les gestes barrières. Là ils réitèrent avec un concours d'anecdotes avec le président de la République, comme si le palais de l'Élysée appartenait à sa grand-mère, à Emmanuel Macron. Et donc il y a ils avaient peut-être envie d'aller à l'Élysée, hein, tout simplement. Si on y va un jour, ce sera pas pour jouer avec Emmanuel Macron. Oui, mais c'est pas pour raconter des anecdotes de lycée où il sortait avec sa prof. Et donc, on entre dans une campagne présidentielle, un an en avance, très, très agressive envers les jeunes. Il y a eu cette histoire de Pass Culture qui est sortie. Le Pass Culture, ça fait 2 ans ou 3 ans qu'ils en parlent, mais il est sorti aujourd'hui. 300 €, là, voilà, 300 € pour aller sur Netflix. Et donc, on invite des rappeurs, parce qu'on sait que la jeunesse aime les rappeurs. On veut mobiliser absolument toute cette frange de la population qui, évidemment, servira à faire barrage, parce qu'ils rêvent, tout le monde rêve, enfin, ils rêvent d'un deuxième tour face au Front National, au Rassemblement National, parce que c'est bingo. C'est 100% de chances d'être élus. Donc ils en rêvent, ils vont organiser et ils auront, s'ils arrivent, mobilisé toute une grosse partie de la population. Après, à travers la jeunesse. Je suis pas sûr que ça se fructifie, c'est-à-dire la stratégie c'est ça. Après, est-ce que ça va marcher? Je ne suis pas sûr. En fait, comme c'est mal fait, parce que c'est toujours pareil. Moi, je fais confiance aux Français pour que ça marche. Non, mais les jeunes, je parle auprès des jeunes. Je suis pas sûr, parce qu'en fait, en ciblant McFly et Carlito, ils ciblent très majoritairement des gens qui sont pas en âge de voter. Oui. Déjà, parce que c'est ça, hein, leur public, c'est des gens qui ont 12 ans, hein, donc qui sont pas en âge de voter. Mais c'est pas les seuls. Il y a beaucoup de streamers, etc., d'influenceurs. Et ça, ça va avoir son impact. Ça va payer. Aujourd'hui, c'est en train de monter Après, c'est vrai, peut-être que j'ai tendance à surestimer leur influence. Leur influence est vraiment énorme. Baptiste Marchis, vous avez d'ailleurs déclaré dans une de vos vidéos que la France est un État faible, un pays qui s'en fout. Pas dans une de mes vidéos, parce que moi, je parle jamais de ces sujets dans mes vidéos. C'est dans un média. Dans un média qui a été repris. Moi, je ne fais jamais de politique sur ma chaîne. D'accord, mais vous avez dit en tout cas, pardon, c'est vrai, c'était hors vidéo, mais c'était quand même vous qui le disiez, un pays qui se fout de son armée, je crois, notamment. Notamment, ouais. Qu'est-ce qui la rend faible à vos yeux? L'armée ou la France plutôt. Oula, déjà j'espère que vous avez 2 minutes parce que là il va falloir énumérer. Un papier, un stylo. En fait, en vérité, déjà, le manque de volonté, comme disait Raptor, ça se voit, ça se transmet, ça se transcende. Tout le monde le ressent, à l'étranger aussi. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un secret pour personne qu'on est les larbins de l'OTAN, des États-Unis, de l'Allemagne, de Bruxelles. Enfin voilà, on passe la serpillière un petit peu partout. Quand par contre on se fait attaquer de front par Erdogan, etc., surtout on dit rien parce qu'on nous a demandé de rien dire. Je veux dire, c'est quand même c'était un exemple magnifique. Je veux dire, il y a eu des attaques vraiment très directes, plus des menaces. La France, elle est garante je parle de la situation qu'Erdogan. La France, elle est garante de la sécurité de l'Europe. C'est nous qui avons l'armée la plus développée, c'est nous qui avons l'arme nucléaire, etc. Je rappelle qu'à l'heure actuelle, on a, je crois, la 5e armée du monde. D'accord? Pour vous donner un ordre d'idée, l'Allemagne, ils sont genre 12 ou 13e. Les envers, ça nous prendrait une grosse matinée. Donc c'est quand même à nous de défendre tout le monde. On n'a rien fait du tout. On a dit, oh là là, c'est méchant. Et puis c'est tout, et surtout on n'a rien fait, on s'est laissé cracher à la gueule, et finalement on a quasiment cédé aux revendications. Ça c'est un aveu de faiblesse. Ensuite, intérieurement, parce que là on parle d'extérieurement, intérieurement, et je pense que la justice est la meilleure représentante de la faiblesse française à l'heure actuelle. On a une justice qui est plus que faible en fait, c'est même plus faible, on a une justice esclave. On a une impunité totale pour les criminels, on a absolument aucune sécurité pour les Français. Je veux dire, l'État et la France doivent être garants de notre sécurité, nous le peuple. Ce n'est pas le cas. Personne ne se sent en sécurité en France. C'est faux. Ceux qui disent le contraire sont ou dans le déni ou extrêmement privilégiés. Personne ne se sent en sécurité en France. Et ça, c'est vraiment un aveu de faiblesse, parce que un peuple qui n'est pas capable de se protéger lui-même, avant la France, c'était le peuple qui protégeait tout le monde. Aujourd'hui, on n'est pas capable de se protéger nous-mêmes. Ensuite, il y a tous les indices autres, économiques, culturels, etc. La France ne rayonne plus culturellement, la France ne rayonne plus économiquement. On a régressé encore dans le classement mondial. Bon, il n'y a pas besoin de vous parler du chômage, etc. Enfin, j'ai envie de vous dire, citez-moi un domaine aujourd'hui où la France brille encore. Le foot.
Alors en dehors du foot, voilà. J'essaye de sauver ce qui peut être sauvable. Raptor, vous partagez ce point de vue de Baptiste Marché? Oui, bien sûr. Et mais moi, je l'impute pas que au gouvernement et à l'État. En fait, je l'impute aux Français. Bien sûr. Je pense qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités, qu'ils le refusent, qu'ils se laissent bercer. Comme je l'ai dit, c'est une balle dans un flipper. Et vous, s'il y a un second tour Macron-Le Pen l'année prochaine, les gens voteront Macron. Mais vous particulièrement, vous aurez un avis là-dessus? Et depuis que j'ai 18 ans, je ne vote pas. J'ai voté blanc à 18 ans parce que je venais d'avoir ma carte. Pourquoi je vous dis ça, pardon de vous interrompre, parce que votre homme sur le web conduit certains à vous prêter une influence sur la jeunesse, bien sûr. On espère, c'est pour ça qu'on fait ça. Et notamment sur France Info, notamment un confrère, Vincent Mateland, n'hésitez pas à vous qualifier de porte-étendard de la fachosphère. C'était dans un article paru en 2017, dans lequel d'ailleurs il parlait que de Raptor, là. Je pense qu'il ne parlait en 2017, que... ouais. Car là où on peut s'étonner, c'est vrai, c'est que vous correspondez pas forcément aux stéréotypes du jeune identitaire. Je parle notamment de vous, Raptor. On rappelle que vous avez accepté d'ailleurs de me permettre de le dire. Votre vrai nom, c'est Ismail Ouslimani. Vous êtes né à Orsay de parents d'origine kabyle. Comment vous réagissez à ces critiques? Et vous savez même mon lieu de naissance. Vous avez bien... Oui. Je les trouve ridicules. Je pense que c'est à l'image d'une gauche qui a perdu complètement le sens des mots, des valeurs, qui a des accusations parce qu'elles savent qu'elles mettent fin au débat. Une fois qu'on vous a collé une étiquette, c'est fini. Parce qu'on a déjà traité le cas des fachos. Bon, vous êtes facho, et on sait que ça vous empêche de parler, que ça vous détruira dans la vie de tous les jours. Je veux dire, aujourd'hui... Non, mais c'est surprenant, vous, par rapport à ce que je disais à vos origines, d'être taxé... Mais parce que je suis animé par la vérité, l'honnêteté, et donc je peux reconnaître et me détacher d'une forme de tribalisme ou quoi. Je reconnais les vérités, et les vérités, c'est que ça va pas en France. Mais notamment... Être attaché à la vérité... Dans l'œil de la gauche, c'est être un fasciste. Non, mais très clairement. Et d'ailleurs, ils l'avouent même dans leur délire les plus profonds, quand on parle par exemple de science, etc. La science est fasciste pour la gauche d'aujourd'hui. Alors, je veux dire, là, je pensais plutôt à l'islam. On parle beaucoup d'islam, et souvent on fait des amalgames. Donc c'est vrai que j'avais envie de poser donc à Ismail donc la question de savoir quelles étaient notamment ses positions par rapport à ces sujets-là, notamment à l'islam. Est-ce que cette religion elle est compatible à vos yeux avec la République? Déjà la République, je m'en si vous voulez, je pense qu'elle est à l'origine. En fait, vous êtes musulman et croyant, vous, par exemple? Est-ce que vous pouvez répondre à ça? C'est une question qui est un peu privée. Non, mais c'est pour ça que je vous... Un peu trop privé pour que j'y réponde. D'accord. Si vous voulez que je vous parle... Moi, je considère que la République, c'est une farce qui est à l'origine de tous les problèmes qu'il y a actuellement. Et aujourd'hui, elle se rend compte, il y a des problèmes, c'est peut-être pas compatible avec la République. Moi, je trouve qu'on s'attarde beaucoup sur l'islam, alors que l'islam, c'est une conséquence de l'immigration qui est sans retenue en France. Alors, sur l'immigration, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et qui ne va pas s'améliorer. Je pense que tout pays qui se respecte doit contrôler son immigration. Je veux dire, on va pas aux États-Unis comme ça. Et c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, la France est animée par une volonté... Vous comprenez que ça peut surprendre que ce soit quelqu'un qui est issu de l'immigration lui-même. Parce que j'ai confiance en moi, je sais quelle est ma valeur, quelle est la valeur de ma famille, et on n'est pas... Vous savez, j'ai pas dit zéro immigration. Ils sont pas arrivés dans une baignoire. Voilà, en fait, ils sont arrivés pour une famille qui est après un bac plus 5, etc. Voilà, avec un bac plus 5. Mais au-delà de ça, c'est pas parce qu'on est issu... en fait, je ne parle pas de zéro immigration dans un discours un petit peu en dissonance cognitive. Non, je parle d'une immigration où un pays sait ce qu'il fait, ou pas quelque chose avec des flux. Vous savez, vous connaissez les flux, il y a 350 000 aujourd'hui nouveaux arrivants par an, et on a 150 000 qui partent de France. Déjà, j'aimerais qu'on s'attarde et qu'on s'interroge sur le pourquoi des Français qui quittent la France. 150 000 par an, c'est pas un chiffre anecdotique. Donc il y a toute une chose à réfléchir. Il y a notamment la fuite des cerveaux, parce que la France paye très mal ses ingénieurs, ses doctorants. Il y a des gens qui font un bac plus 8, ma sœur en est un exemple, ils font des bac plus 8, ils font des thèses en sciences. Ils sont à la ramasse, la France, et donc ils vont aux États-Unis, dans des pays qui respectent les gens et qui ont une culture de la récompense, de quand on fait un effort, on est récompensé. En France, avec le socialisme, on trouve un juste milieu à être dans la parasitocratie, et je parle de la parasitocratie du bas, mais également du haut, de l'administration, des bureaucrates à la con, pardonnez-moi le terme. Tout ça, il va falloir s'en débarrasser.
Eh bien, écoutez, on va poursuivre ces discussions si vous le voulez bien. Donc, puisque je le disais, pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, nous sommes en direct dans Les Incorrectibles ce dimanche avec deux invités particulièrement populaires sur les réseaux sociaux. C'est le Raptor et Baptiste Marché qui, à eux deux, cumulent plus d'1 million d'abonnés qui peut-être potentiellement suivent cette émission. Donc, il faut que je me tienne à carreau, sinon il va y avoir beaucoup de critiques. On se retrouve dans un petit instant. On est encore une vingtaine de minutes ensemble. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Les Incorrectibles, Éric Morillo. De retour dans Les Incorrectibles sur Sud Radio, toujours en direct avec nos deux invités cette semaine à l'occasion d'une émission spéciale baptisée YouTubeurs, serait-ce les nouveaux patriotes? Je veux bien sûr parler de le Raptor, alias Ismaïlou Slimani, et de Baptiste Marché, qui ont tous deux des chaînes YouTube qui cartonnent. Hein. Je disais plus de 700 000 abonnés pour vous. Donc le Raptor, plus de 150 000 bientôt pour vous, Baptiste Marché, en à peine 8 mois. Alors justement, à notre tour aussi de vous faire écouter juste une petite... allez, c'est pas vraiment... Vous disiez que vous parlez pas de politique en effet dans vos vidéos, mais à culpa, mais bon, c'est quand même une certaine vision de la France, on va dire. Un petit extrait où vous receviez Jean-Marie Bigard récemment. On écoute. Je veux dire là, ce qu'on nous donne à manger, tu rajoutes Depardieu, il y a toujours assez. Donc tu le prends comme ça. Tu peux, ouais, si tu veux. Ouais. Et tu meurs, quoi. Voilà, ouais. Oui, mais de plaisir. De plaisir. N'écoute pas les gens qui disent que t'es un connard. Voilà, bon là c'est un allié, un copain, il faut pas les écouter. Donc vous n'êtes pas un connard, vous confirmez? Non, il a raison. Bon, Baptiste Marché justement et le Raptor. Alors la chaîne pour Baptiste Marché, elle porte pas votre nom, elle s'appelle Bench et Cigars. Et pour vous, bah, c'est votre pseudo, donc le Raptor. On va revenir un petit peu à cette liberté d'expression qui serait parfois mise en cause. Alors on est en plus assez étonné parce que on a beaucoup parlé récemment de charte, justement. Vous parliez de la charte dans le sport tout à l'heure. La charte, il y en a une aussi sur YouTube qui normalement censure, vérifie que les propos tenus n'incitent pas à la haine. Vous avez été victime de censure l'un et l'autre? Moi non, pas directement. Après nous, bon, oui, ça m'étonne qu'à moitié. Voilà, ouais. Mais en vérité, tous nos propos, même ceux de Raptor, correspondent à la charte. En fait, le problème, c'est une question d'interprétation. En fait, YouTube, c'est un petit peu comme la justice française, c'est-à-dire qu'il y a les lois et ensuite il y a les magistrats qui les interprètent. Vous voyez, c'est les algorithmes. C'est le staff de modération. En France, vous avez un corpus de lois qui est très bien fait et derrière, vous avez des magistrats qui les interprètent de façon à ce que les criminels soient toujours dehors. Eh bien, en fait, sur YouTube, vous avez une charte qui me semble correcte. En vérité, pas de discours haineux, pas d'insultes directes, etc. Ça semble normal. Le problème, c'est que cette charte, ils l'ont commencé à la rendre moins précise et plus générale pour pouvoir englober un petit peu tout ce qu'ils veulent. Et en fait, maintenant, en vérité, ils se donnent simplement le droit. Vous savez, moi, j'ai été videur de boîte de nuit pendant 8 ans et l'établissement se donne le droit de refuser toute personne, etc. En fait, ce discours-là, il vous permet de refuser les gens pour des critères qui vous sont propres. Et bien, en fait, YouTube, c'est la même chose. Bah, ça peut être objectif de notre point de vue, du point de vue du videur, entre guillemets, et subjectif du point de vue de la personne qui se fait recaler. C'est la même chose pour YouTube. Maintenant, ils se donnent le droit de refuser des vidéos, de ban des vidéos pour des critères qui leur sont propres, et en vérité, qui sont des critères idéologiques. Ah bah notamment, alors là, c'est pas qu'idéologique, c'est sur l'aspect de la politique sanitaire, par exemple. Là, il faut être très prudent sur ce qu'on dit. On est bien d'accord. On rappelle pour les gens qui ne le sauraient pas qu'on n'a pas le droit de critiquer les vaccins, la politique sanitaire. Mais en fait, c'est même pas de critiquer. Je crois qu'on n'a même pas le droit d'en parler. En fait. On n'a pas le droit de donner un discours qui est opposé du discours officiel. Voilà, officiel. Voilà. Ouais, voilà. Oui, bon. Alors justement, puisqu'on est toujours en pleine crise sanitaire, on n'a pas le droit de se tromper. Et qu'il y a une petite embellie, enfin il paraîtrait. Qu'est-ce que vous pensez de la gestion gouvernementale de cette pandémie? Bon, c'est... Est-ce qu'il y a vraiment bon, je cherche des synonymes, mais c'est une calamité. C'est une calamité. Ça a été toute une série de mesures prises aléatoirement. Et là, on est en train d'enlever toutes les mesures de façon complètement aussi aléatoire. Et en fait, je crois que je l'ai dit sur un autre média il n'y a pas longtemps, je crois que ça a été un petit peu un laboratoire pour l'État de voir jusqu'où on pouvait... Le passeport sanitaire, le pass sanitaire par exemple. Voilà, tout ça fait partie de l'expérience de l'État et jusqu'où on peut soumettre les Français. On a remarqué qu'on pouvait aller très loin. Peut-on les empêcher de voir leur famille? Parce qu'ils n'ont plus de volonté. Peut-on les empêcher de sortir de chez eux? Oui. Peut-on les masquer? Oui. Peut-on les obliger à se vacciner? Oui. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les Français disent oui à tout et baissent la tête, très bien. Le jour, en fait, si demain l'État nous demande de rester chez nous, impose un couvre-feu pour des raisons qui sont autres que sanitaires, comment pourra-t-on dire non? Une fois qu'on a dit oui. On a ouvert la boîte de Pandore avec toutes ces histoires. Le couvre-feu, c'est-à-dire qu'en plus, on prétend mener des décisions menées par la science, guidées par la science.
Où est la science dans le couvre-feu? Où est la science dans le masque en extérieur? Il n'y a aucune étude qui montre que le masque en extérieur est intéressant dans le cadre de cette épidémie de Covid. Et puis il y a beaucoup de contradictions. Alors, Oui, parce que c'est le propre des articles de science aussi, parce que les gens n'y connaissent rien, mais dans les articles de science, on peut avoir des conclusions différentes parce qu'il faut lire en détail les études. Et on a eu des enfermements, on a limité des libertés anthropologiques. Sortir de chez soi, avoir des projets. On a détruit, on les a tous rendus dépressifs, les Français. On les a empêchés de se projeter. Qu'est-ce qui fait qu'on est des hommes et pas des animaux? On peut se projeter dans l'avenir. On peut avoir des projets, des objectifs. Quand, aléatoirement, on vous dit, bon, bah, à cette heure-ci, vous ne sortirez plus dans 2 semaines. Ah ouais, mais je vous rappelle qu'en janvier, on devait ouvrir les restaurants. Tu te souviens? Bien sûr. En janvier. Ils ont ouvert les terrasses il y a 1 semaine. 50%. Quand on vous fait ça, aucune contamination jamais en terrasse. Je vous dis encore une fois, ça me rappelle quand j'avais 7 ans et que ma mère me faisait conjuguer 10 verbes à tous les temps de l'impératif ou de l'adjectif. Et en fait, au 9e, elle me faisait encore 5 et tu auras 5 €, tu vois. Et c'est ça qui se passe. Donc on n'arrive plus à se projeter. Et quand on n'arrive plus à se projeter, on n'a plus de projet. Quand on n'a plus de projet, on déprime. Donc voilà. Et les Français l'ont accepté. Et le sourire aux lèvres. Et s'il fallait le refaire, on le referait. Non, je pense qu'on a ouvert la boîte de Pandore. Que là, on est à la merci en fait de l'État. Et qu'à tout moment, il y aura des prétextes, qu'importe, pour fermer à 21h, pour un couvre-feu à 19h, pour pour un confinement total. Alors le droit de regroupement par rapport au pass sanitaire. Moi, je sais pas ce qui se passe dans ce pays, je sais pas comment les gens se laissent faire, je pense que tout simplement, ils ne s'appartiennent plus. Ouais. Voilà. Alors, une grande partie des Français qui ont une mentalité d'esclave aujourd'hui, c'est le cas, et elle a été domestiquée pendant des années, aujourd'hui elle porte ses fruits, et en fait, la petite minorité de Français qui, eux, ont envie d'être de l'autre côté du fouet, c'est un petit peu trop tard. Et derrière, il y a une propagande terrible, médiatique, qui est là pour pointer du doigt, pour aller toujours avec... Moi, je le dis à votre antenne, ça vous apportera ce que ça voulait, je ne me suis jamais confiné. Je n'ai annulé aucune de mes conférences, aucun de mes stages publics depuis le premier confinement. Je les ai tous menés, je dirais pas où, puisque les salles de sport ont joué le jeu de le faire dans l'intimité, mais j'en ai annulé absolument aucune. Je n'ai jamais porté un masque dans la rue. Vous m'avez vu arriver sans masque. Vous me verrez repartir sans masque. D'accord. Bon, on respecte ici les distanciations, je dis, pour les autorités. Grand bien vous fasse, mais on rentrera, Raptor et moi, dans la même voiture sans jamais s'être testé. Mais parce que vous connaissez la présomption d'innocence. Aujourd'hui, il y a la présomption d'asymptomatisme. C'est-à-dire que tout le monde, c'est la maladie de Schrödinger. On est malade et on n'est pas malade. Moi, j'ai eu 2 fois le Covid. On est asymptomatique, mais on sait plus. J'ai eu 2 fois le Covid. Ça a été 2 fois un rhume qui m'a duré 3 jours. Voilà, terminé. Ouais, parce que vous n'aviez peut-être pas de comorbidité. Exactement. Si j'en avais eu, je serais resté chez moi. En moyenne, j'aurais pas empêché la population de vivre. Tout à fait. Il fallait protéger en fait les populations à risque. Et qu'est-ce qu'on a fait avec les EHPAD? On a laissé les vieux mourir. C'est devenu des mouroirs. On leur a enlevé la clim, putain, on leur a enlevé la climatisation parce que ça propageait l'air du Covid. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Les enterrements. Il y a des gens qui n'ont pas pu enterrer en famille leurs proches. Les thanatopracteurs, je crois qu'ils n'ont même plus. Ils n'ont même pas eu le droit de faire la toilette du mort s'il était lié au Covid. Vous vous rendez compte? On n'a pas, les médias n'ont pas fait leur travail. Les 5 dernières minutes. Si, ils ont fait leur travail, mais le travail pour lequel ils sont payés, pas le travail pour lequel on leur demande. En parlant de médias, il reste plus que 5 minutes, je le disais, on peut pas s'empêcher d'en parler puisqu'on parlait de liberté d'expression. Vous me disiez donc Macron-Le Pen, vous ne choisirez peut-être pas. Je n'ai jamais voté. J'ai voté 2 fois blanc et je ne vote pas parce que c'est Éric Zemmour, par exemple, s'il se présente, vous y croyez par exemple? Alors oui, je pense que c'est possible qu'il se présente. Et vous partagez certaines de ses idées ou pas? Je partage certaines de ses idées. Sur certains points, je trouve qu'il est parfois à côté de la plaque. Économiquement, je suis pas excessif, vous alliez dire, non, peut-être? Oui, excessif, bien sûr. Mais ça me dérange pas l'excès parce qu'on a tellement... vous pratiquez peut-être vous-même un peu, non? Je le pratique, mais on a tellement le levier inverse que au moins si ça peut rétablir la balance en neutre... Parce que voilà, mais oui, c'est possible qu'il se présente. Moi, je pense que malheureusement, j'ai aucune croyance dans les élections. Je pense que ça t'amène à rien. J'ai confiance en les Français pour voter jusqu'à 2058 pour Emmanuel Macron et son fils, qu'il aura adopté. Ouais. Donc non, je n'y crois absolument pas. Oui, c'est pas une question de volonté, en fait, c'est plus une question de pragmatisme. Moi je pense que l'avenir d'un pays vient de son peuple et de sa volonté. Je pense que les gens, en devenant proactifs, en arrêtant de refourguer les responsabilités sur ceux qui les gouvernent, en reprenant en main leur destin, en arrêtant d'être cette bille dans le flipper, comme je vous le disais, c'est de là que peuvent venir des changements. C'est pas en votant tous les 5 ans. Papier dans l'urne pour les gens qu'on leur a demandé. Voilà, il n'y a aucun politique qui trouve grâce à vos yeux. Voilà ce que je voulais vous poser. Si, moi, il y a Jean-Marie Le Pen, mais hélas, il est plus là. Moi, je fais quand même une dédicace.
dédicace. D'accord. Moi, aucun. Voilà, aucun. Regardez ce qui s'est passé pour le d'ailleurs pour le pass sanitaire. On a eu un premier vote qui a dit non à cause du modem. D'ailleurs, absence totale des députés du Rassemblement national. Curieux. D'ailleurs, à leur crédit, Mélenchon et la France Insoumise avaient voté contre. Qu'est-ce qui se passe ? Castex n'est pas content, on refait le vote. Donc, on va vite fait voir les mecs du modem pour leur dire bon, les mecs. Bon, je vais pas dire parce que je vais prendre un procès pour diffamation. On refait le vote à 1h du mat ou je sais pas quoi. Et on vote oui. Bon, magique. Enfin, qu'est-ce qui se passe en fait ? En fait, il y a deux solutions pour avoir confiance dans la politique aujourd'hui. Soit vous êtes du bon côté, c'est-à-dire du côté pour les gens pour qui la politique sert. Donc, c'est une toute petite partie de la population. D'accord. C'est-à-dire du côté du statu quo. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes retraité. Non, mais même pas. Je parle d'élite en fait, de ce côté-là. Oui, d'accord. Okay. Soit vous êtes dans le déni, soit vous venez juste d'arriver sur le circuit. Vous savez, à 18 ans, on y croit encore quoi. Mais après ça, si vous avez un minimum de réflexion et de recul, vous vous rendez compte que ça fait 60 ans quand même que ça va de plus en plus mal. Et tout ça, ça entretient le statu quo, et le statu quo mène, comme la grenouille dans la casserole, mène peu à peu à ce que ça soit fini. La guerre civile, vous la redoutez ? On en parle de plus en plus. Pour moi, il y a deux camps dans une guerre civile, et je vois pas. Je pense que la République aura verrouillé et sera devenue autoritaire pour empêcher tout débordement, bien avant que les Français se réveillent. Moi, je suis pas forcément d'accord. Je pense que c'est possible que ça arrive, mais c'est juste que, en fait, quand on parle de guerre civile, c'est votre ami Papacito qui en parle. On a souvent l'image, comme Raptor a dit, de deux camps, etc. En vérité, ça se passe pas comme ça. Je prends souvent l'exemple, la révolution bolchevique, c'est 4000 personnes sur un pays qui est plusieurs centaines de millions d'habitants. Enfin, il devait être 100 millions d'habitants, je pense, la Russie à l'époque. Peut-être que je me trompe. En tout cas, 4000 personnes formées, équipées, etc. Ça a pu faire la différence. La résistance française en 40, c'est 5000 résistants en tout et pour tout, donc 40 millions de Français qui regardent et qui attendent que ça se passe. Si guerre arrive, je n'ai pas dit que je la voulais, j'ai pas dit que je l'attendais, mais si guerre arrive, il y aura 70 millions de Français qui regarderont les trains passer. Il y aura peut-être une petite partie qui luttera contre le camp adverse. C'est fortement probable. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si ça arrive, ça mènera à quelque chose, qu'on gagne ou qu'on perde, et à quelque chose de beaucoup plus utile que de voter. Ça, c'est sûr. Le mot de la fin pour vous, le Raptor, vous êtes optimiste quand même malgré tout, en dépit de vos vidéos vous n'avez pas l'air de l'être. C'est pas que je suis pessimiste, c'est que j'essaie de regarder, je suis pragmatique, j'essaie de regarder la réalité en face. Je vois que des gens se sont fait priver de sortie comme des mômes pendant un an sans rien dire et en ayant le sourire aux lèvres, une fois qu'on leur a accordé de boire une tisane en terrasse. Et je souhaite que les gens se responsabilisent et reprennent en main leur destin, ou alors qu'ils acceptent de se faire balader, et voilà, on n'est pas sur la même longueur d'onde à ce moment-là. Moi, pour le mot de la fin, je souhaiterais simplement un bon et saint dimanche de Pentecôte à tous les catholiques de France dont je fais partie. Eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin. Un peu plus de bonne humeur. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas pour vous, la religion, ça n'est pas un sujet tabou ni discret. Non, je le absolument pas. Merci beaucoup, le Raptor, alias donc Ismaël Ouslamani et Baptiste Marché. Je rappelle les noms de vos chaînes. Donc le Raptor pour vous, Ismaël, et Bench and Cigars pour vous, Baptiste Marché. Merci d'avoir accepté de participer à ce nouveau numéro des Incorrectibles. Merci à Quentin Cabanis à la réalisation, à Céline Delabaume qui m'a aidé à préparer cette émission, à Laura Pierre au digital, une émission que vous pourrez retrouver comme chaque dimanche en replay vidéo dans quelques instants sur la chaîne YouTube de Sud Radio, où vous êtes de plus en plus nombreux. Nous aussi, on en a beaucoup d'abonnés depuis la playlist Les Incorrectibles. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Ce sera dimanche prochain à 13h. Très bonne semaine à tous, à l'écoute de Sud Radio.